Et pour cette édition, chers auditeurs, vous le savez, on retrouve toute l'équipe et le lundi, c'est Régis Le Sommier qui vient nous parler, souvent en tout cas, d'international. Bonjour Régis, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte. On parle forcément d'Ukraine, des États-Unis et plus précisément, donc pour commencer cette édition, de Koursk. On va parler de Koursk un peu, oui, aujourd'hui, dans cette énième rebondissement dans cette guerre en Ukraine, slash négociation, slash Trump, Poutine, etc., etc. Ce qui est intéressant, et j'ai choisi ce matin d'essayer de rendre les choses peut-être un peu plus claires, parce que avec Trump, parfois, le TGV va très très vite. On a du mal à s'imaginer si les choses vont d'abord se dérouler comme lui il souhaiterait, et ensuite où ça va et qu'est-ce qui va se passer. Alors, pourquoi j'ai choisi d'évoquer Koursk ? Parce que Koursk, d'abord, c'est l'une des rares manœuvres tactiques des Ukrainiens qui leur a permis, depuis août dernier, d'être présents et d'arracher une portion du territoire de la Russie dans cette guerre en Ukraine où jusqu'à présent on n'avait vu que les Russes envahir des portions d'Ukraine. C'était très important parce que dans le cadre justement des négociations qui vont s'ouvrir, selon toute vraisemblance, qui se sont déjà ouvertes mais qui vont se poursuivre, on va dire plutôt, eh bien Koursk représentait une carte majeure pour le président Zelensky, c'est-à-dire de s'être accroché à un prix absolument faramineux en termes de coûts humains, parce que les Russes, évidemment, sont passés en mode de contre-offensive depuis quasiment le début de cette offensive ukrainienne. Donc, il y a eu énormément de morts, il y a eu énormément de destruction. Les villages qui ont été occupés par les Ukrainiens, qui sont aujourd'hui, on va dire, à nouveau sous le contrôle des Russes, sont complètement détruits. L'équipement qui jonche les rues et les routes de cette portion de Russie est incroyable. On y voit des Max Pro, des Strykers, des Cosaques, c'est-à-dire tout l'équipement occidental dont les Russes d'ailleurs ont récupéré une partie intacte. Il est clair que lors de la prochaine parade, le 9 mai prochain pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ça sera à Moscou, tout ce matériel va évidemment être montré par Vladimir Poutine. Et donc, cet écroulement ou cet effondrement du front pour les Ukrainiens dans l'oblast de Koursk représente un événement majeur parce qu'il intervient, je vais dire, un petit peu au mauvais moment pour les négociations entamées par Donald Trump. Alors, on sait que Donald Trump a envoyé depuis longtemps son émissaire Steve Witkoff, négocier avec les Russes. Ça fait très longtemps que les deux parties se parlent. Et là, on a abouti, cette fois-ci avec les Ukrainiens, à Jeddah, sous la houlette du prince héritier Mohammed bin Salman, à un accord entre Américains et Russes, et entre Américains et Ukrainiens, pardon, dans un premier temps, sur un accord d'un cessez-le-feu de 30 jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Steve Witkoff se rendait en Russie, eh bien, les Russes ont profité d'une situation, on va pouvoir la décrire, pour enfoncer les lignes ukrainiennes à Koursk et donc retirer quelque part aux Ukrainiens cette carte dans les négociations. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème demeure, c'est-à-dire que Poutine a dit à Trump « OK pour le cessez-le-feu », mais quand, comment, il explique qu'il faudra qu'il y ait des nuances, qu'il faudra qu'il y ait un règlement global. Et comme il y avait Koursk dans l'équation, eh bien, on pouvait dire peut-être que Poutine va finalement céder. Là, le problème, c'est qu'il n'a plus beaucoup de raisons de céder. Son armée ayant, je dirais, accompli cette avancée, récupéré pratiquement tout le territoire. Il reste aujourd'hui, au moment où on parle, à peu près une vingtaine de kilomètres carrés sur le territoire russe contrôlé par les Ukrainiens, donc quasiment rien. Et les Russes, eux, sont en passe de rentrer, sont déjà rentrés d'ailleurs, dans l'oblast de Soumy, qui est très important aussi parce que c'est un oblast, on est côté ukrainien, qui avait été contrôlé par les Russes au début de la guerre et dont ils étaient partis en catastrophe, on va dire,
dire, en avril 2022, ça avait été une des déroutes de l'armée russe du début de la guerre, et là, ils sont en passe de le reprendre. La vraie tentation pour Poutine, c'est justement de poursuivre cette offensive, d'autant que dans le Donbass, eh bien, que ce soit à Pokrovsk, on va mettre Chaziviar, c'est toujours très très disputé, mais Pokrovsk, Toretsk, malgré des contre-offensives ukrainiennes, eh bien les Russes à nouveau ont repris leur grignotage, village après village, et le front sud, qui était jusqu'à présent relativement calme sur Zaporizhzhia, s'est à nouveau réactivé. Les Russes pendant le week-end ont repris 3 ou 4 villages, ce qui paraît peu, mais qui est quand même assez significatif. Ça veut dire qu'ils sont à l'offensive partout. Et c'est un peu ce qu'a dit Poutine en acceptant l'offre de Trump. Il ne pouvait pas, quelque part, la refuser, parce que Vladimir Poutine, voyant que les États-Unis sont d'accord avec lui, c'est une chose comme, vous savez, c'est un peu comme une comète qui passerait dans le ciel une fois par siècle, ou voire une fois par millénaire. L'opportunité est tellement exceptionnelle pour Poutine de dire, bah voilà, on a les Américains avec nous, qu'il va pas évidemment s'antagoniser Trump tout de suite, il va pas le braquer, donc il remercie. C'est très intéressant de voir la façon dont il procède. Et après, il va décrire pendant la plupart du temps de son interview, de l'entretien où il parle de ça. Il reçoit juste à ses côtés Alexander Loukachenko, qui est le président biélorusse. C'est très intéressant parce que là aussi, le timing et le choix de Vladimir Poutine de parler à côté de Loukachenko, bien évidemment, ça rappelle la Biélorussie. La Biélorussie, c'est Minsk, et c'est les accords qui n'ont pas été appliqués. Et ça, c'est l'obsession de Vladimir Poutine, c'est-à-dire de ne pas se faire revendre par l'Occident un 3e accord de Minsk qui permettrait aux Ukrainiens de se réarmer, avec la complicité de la France et de l'Angleterre, par exemple, et puis qui leur permettrait de repartir au combat. Donc tout ça est extrêmement bien ficelé, mais Poutine parle justement de ce front, parle de ces 2000 kilomètres, parle du fait qu'il va falloir qu'il y ait des garanties de sécurité. Donc il y a tout un tas de conditions, et ce qu'on comprend finalement, c'est que les choses ne vont pas se démêler tout de suite. Alors, y aura-t-il cessez-le-feu ? On peut dire, ça peut être une option à l'israélienne, c'est-à-dire on fait un cessez-le-feu, puis ensuite on vide le cessez-le-feu de toute sa substance et on dit ah bah il faut recommencer la guerre parce que c'est plus possible, l'autre partie a violé le cessez-le-feu. Ouais. En gros, c'est souvent ce qu'a pu faire l'armée israélienne dans son passé. Et là, on voit que eh bien, Poutine pourrait être tenté justement de dire oui, justement, je vais dans le sens de Trump parce que je ne veux pas perdre cette opportunité historique d'avoir les Américains avec moi. Il y a une question qui, effectivement, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que Poutine, à vous entendre donc, est en progression sur tous les fronts, sur le dossier ukrainien, et en fait, alors qu'il pourrait continuer l'offensive, la guerre qui mène depuis 3 ans, et cette fois-ci avec de bien meilleures cartes en main qu'auparavant, il choisirait au moment où il est le plus fort, quelque part, de faire un cessez-le-feu. C'est ça qui paraît petit peu étonnant, quelque part. Vous avez entièrement raison. C'est, pour résumer, à partir du moment où les choses sur le terrain, on va dire le sort des armes, va dans son sens, quel est l'intérêt d'arrêter les combats aujourd'hui ? D'autant que ça n'a pas toujours été le cas, et que aujourd'hui, si vous voulez, en termes de kilomètres carrés pris, même si on est toujours dans une guerre d'attrition avec un grignotage, comme je l'ai dit, progressif, c'est très lent. Le but est de détruire l'adversaire, pas tellement d'additionner les kilomètres carrés. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis le début du mois de mars, on est à peu près à 300 kilomètres carrés repris par les Russes. Les Après Ukrainiens, une contre-offensive ukrainienne qui avait elle-même repris une certaine oui, les Ukrainiens, aussi. Début mars, ont repris en gros 40 km². Donc 40 pour 300. Mois de février, on est à plusieurs centaines aussi de kilomètres carrés, je me souviens plus exactement du chiffre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a une dynamique qui est en marche, il y a un tempo opérationnel des Russes qui a accéléré, et que là aujourd'hui, c'est ça. Il va falloir, si vous voulez, par rapport pour ce qui est de Trump, et c'est là la vraie question, c'est est-ce que Trump a encore des cartes ? Est-ce que Trump peut justement faire pression sur Poutine ? C'est clair qu'à l'époque où Trump s'est posé en homme de paix au moment de sa campagne, la situation sur le front ukrainien était complètement différente. Et donc là, aujourd'hui, l'armée russe avançant, il va falloir
peut-être donner plus. Est-ce que ça va se faire au niveau des sanctions, de la levée des sanctions, ce qui est possible, du fait que les États-Unis, il faut pas se leurrer par rapport à ce que nous dit Emmanuel Macron, aujourd'hui, 63% du matériel militaire utilisé par les Européens est d'origine américaine. 63%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Américains veulent pas qu'on l'utilise pour l'envoyer en Ukraine, ils peuvent nous l'interdire. S'ils veulent pas que les F-35 qu'ils ont fournis à certains de nos partenaires danois, norvégiens... Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Portugal, par exemple, envisage de se réinvestir en France plutôt qu'en Amérique, parce qu'en fait, il se dit, sinon ils peuvent se faire couper leur financement. Mais on a une dépendance absolument extrême à Est-ce tous les qu'on aurait niveaux. moyen de réagir très vite, justement, en reproduisant notre propre armement? Mais ça prend 5 ans au minimum, 10 ans. C'est ce qu'on dit d'autres experts qui passaient à notre antenne. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le tempo, le timing est très mauvais. Ouais. On est à contre-temps. C'est-à-dire, si on était arrivé aujourd'hui au bout de notre réarmement, effectivement, on aurait sans doute des moyens de pression. Le problème, c'est que là, on n'a pas ces moyens de pression. Et regardez, je vous prends juste un exemple de notre dépendance aux États-Unis. Si par hasard, on veut... si on veut faire un deuxième porte-avions, notre Charles de Gaulle arrive un petit peu à terme, on va refaire un porte-avions nucléaire, eh bien les catapultes des porte-avions sont produites par les Américains. Il n'y a que eux qui les font. Et d'ailleurs, c'est un argument qui avait été utilisé déjà pendant le refus de participer à la guerre en Irak par Jacques Chirac. Donald Rumsfeld, à l'époque, avait convoqué Jean-David Lévy, qui était l'ambassadeur de France à Washington, et lui avait dit, vous savez, vos catapultes vous voulez votre deuxième porte-avions? Eh bien, nous, on vous les donnera pas parce que vous n'êtes pas avec nous en Irak. Et là, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que on a une pièce essentielle. S'il n'y a pas de catapulte sur un porte-avions, on ne fait pas décoller les avions. Et donc ça, c'est les Américains qui maîtrisent cette technologie, que nous leur achetons. Alors, on est moins dépendant, évidemment, sur la chose militaire et sur la chose navale, en particulier pour ce qui concerne nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, que les Anglais. Mais on est quand même dépendant d'une certaine technologie américaine. Et donc, on est pieds et poings liés parce qu'on a suivi les Américains pendant des décennies. Et là, les Américains nous lâchent, il faut qu'on fasse tout seul, puis on se rend compte que notre marge de manœuvre est quand même très très limitée. Voilà. Est-ce qu'à l'inverse, les Américains pourraient nous forcer à réagir dans un conflit, précisément en nous expliquant, voilà, 63%, vous l'avez dit, de votre armement, ça vient de nous, donc maintenant on est quand même encore en droit de décider à quoi il va servir? Oui, tout à fait. Moi, je pense que les Américains n'auront aucun état d'âme, si c'est leurs intérêts, à s'opposer à des décisions européennes. Je pense qu'ils l'ont déjà démontré. Et puis, pas simplement à l'ère Trump, c'est là où on paraît surpris. Mais rappelons-nous l'affaire des sous-marins australiens. L'affaire des sous-marins australiens où les anglo-saxons, on va dire, pour les nommer Australie, Grande-Bretagne et États-Unis, se sont proprement essuyés les pieds sur un contrat que nous avions signé 2 ans avant, qui était déjà en cours d'exploitation, que il y avait des échanges entre Adélaïde et Cherbourg, des ingénieurs, des familles qui s'étaient déplacées. Enfin bref, le contrat qui était quand même un contrat à 60 milliards d'euros. C'est le contrat du siècle. Et bien ce contrat-là, parce que les anglo-saxons ont décidé du jour au lendemain que ça ne serait plus les Français qui l'assureraient. Alors aujourd'hui, l'ironie fait que les Australiens songent à rappeler les Français parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir leurs sous-marins et que les Américains vont probablement leur imposer leur propre flotte de sous-marins chez eux avec des équipages américains, etc. Donc une vassalisation totale. Ouais. Donc ce qui était déjà le cas, mais là encore plus, de façon plus accélérée. Souvenons-nous quand même de cet épisode qui s'est produit pendant l'ère Biden. C'était pas Donald Trump avec son côté celui qui persécute, celui qui roule au compresseur de Trump. C'était déjà le cas. Et même pour ce qui est de l'Ukraine, moi, je veux aussi rappeler une chose, c'est que même si Biden a ouvert les vannes de l'armement, fournissant près de 70 milliards d'équipements militaires à l'Ukraine, c'est considérable. Les États-Unis, je rappelle ce chiffre aussi, 70 milliards, c'est plus que tous les autres alliés de l'Ukraine. Donc les Américains se retirant, ou en tout cas amendant sérieusement leur aide à l'Ukraine, comment voulons-nous exploiter ça que pour prendre la place des États-Unis? Ce n'est pas possible.
Alors justement, moi, juste pour là, effectivement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Donald Trump a dit qu'il allait parler à Vladimir Poutine. Ça, c'est l'info qui est tombée ce week-end. Moi, il y a une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, surtout au regard des éléments que vous venez d'apporter, c'est que d'abord, effectivement, il y a Poutine qui est à l'offensive et qui est en train de gagner du terrain. D'un autre côté, Donald Trump, il a donné des signes dès le début du dossier ukrainien, dès le moment où il s'est mis sérieusement sur le dossier ukrainien, comme quoi il était plus ou moins anti-Zelensky, enfin en tout cas qu'il le considérait comme un dictateur, etc., enfin qui était assez opposé à lui, et qui voulait absolument la paix coûte que coûte, et que c'était son objectif de finir la guerre. Alors à l'origine c'était en 24 heures, mais en tout cas de la finir le plus vite possible. Est-ce que c'est pas un très mauvais départ dans des négociations pour un homme d'affaires que d'abattre toutes ses cartes en disant je vais pas faire ça et je suis opposé à Zelensky et quelque part est-ce que c'est pas ce qui arrange le plus, est-ce que Donald Trump finalement fait pas exactement ce que voudrait ce qu'aurait rêvé Poutine dans le fond? Mais je pense qu'il y a dans la façon qu'a Trump de courtiser Poutine effectivement une manière d'abattre très vite ses cartes. Moi je pense que l'élément le plus déterminant sur le front et dans l'impact qu'il a eu sur la guerre en Ukraine a été l'abandon, le retrait pendant quelques jours du partage de renseignements, le fameux IRS, donc Intelligent Reconnaissance, c'est-à-dire tout le package qu'offrent les États-Unis dans l'interarmée, c'est-à-dire que tout membre de l'OTAN a le droit à ce que, on va dire, les grandes oreilles américaines soient mises à disposition dans le cas d'un conflit, de pouvoir partager l'information, pouvoir partager la vue du front, l'imagerie, les satellites, enfin bref, tout ça est absolument considérable. Et quand, par décision de Donald Trump, Tulsi Gabbard, la chef du renseignement américain, a décidé de couper cet accès auquel avaient droit les Ukrainiens, et de couper également par ricochet l'accès que les Anglais donnaient. C'est-à-dire que Trump a interdit aux Anglais de partager des informations que les Américains leur livrent avec les Ukrainiens. Ça a duré quelques jours et l'impact a été assez considérable. C'est-à-dire que les artilleurs ukrainiens se retrouvaient aveugles du côté de Koursk pour repérer les batteries russes, et que donc on sait bien que là, oui, il y a un cadeau qui a été fait. Mais Trump met la pression plus sur Zelensky que sur Poutine, alors que quelque part Zelensky est évidemment moins puissant et est dépendant des États-Unis. Enfin, c'est assez sidérant, enfin, c'est assez lunaire comme méthode de négociation, non ? C'est lunaire, mais vous savez, il y a cette fameuse phrase qui dit vous êtes dans des négociations, vous êtes soit autour de la table, soit sur le menu. Moi, il me semble que tragiquement, Zelensky est plutôt sur le menu que autour de la table. Et l'Ukraine aujourd'hui est dans un état d'abord de décrépitude absolument incroyable, même si le pays a résisté magnifiquement à l'agression russe d'il y a 3 ans, s'y est développé de façon contrastée, c'est-à-dire qu'il y a une culture, il y a une vraie nation ukrainienne aujourd'hui. Je dis pas qu'il y en avait pas avant, mais la guerre, ça forge évidemment un esprit, mais en même temps, il y a aussi de la part du peuple ukrainien une lassitude considérable, notamment face à l'action des recruteurs dans les villes où on prend les hommes en âge de combattre, on les kidnappe. Moi, je connais un Ukrainien, par exemple, qui pour pouvoir s'échapper d'Ukraine a appris par cœur un manuel de fabrication d'hélicoptères. Donc il s'est mis dans la peau d'un ingénieur aéronautique pour pouvoir quitter l'Ukraine, faire croire qu'il allait à Londres pour travailler pour l'armée, pour ne plus revenir. Donc vous avez des hommes en âge de combattre en Ukraine qui développent des stratégies extrêmement élaboré pour pouvoir partir, pour pas se retrouver dans les tranchées. Ce que nous expliquait Xavier Maire la semaine dernière, qui était notre invité, c'est que le moral sur le front est toujours bon, et que, enfin en tout cas, que les Ukrainiens n'ont pas envie de déposer les armes, et qu'en fait, quelque part, ils sont toujours, enfin en fait, ils sont au contraire plus attristés par la position de Donald Trump, qui fait qu'ils vont plus pouvoir poursuivre cette guerre, plutôt que justement par le fait ils se réjouissent absolument pas que ce soit la fin de cette guerre, parce qu'ils se disent on s'est battu pendant 3 ans pour ça et maintenant on nous lâche.
C'est sûr qu'il y a sans doute des deux. Je suis pas certain que les unités ukrainiennes, il y a eu beaucoup de désertions, il y a eu beaucoup de gens qui se sont rendus aux Russes. Maintenant, les troupes, effectivement, les troupes combattantes les plus aguerries sont dans une logique aussi d'après Zelensky aussi. Il faut voir que l'élite de l'armée ukrainienne considère qu'il y aura un après les Zelensky et veut se positionner. Et vous savez, en Ukraine comme en Russie, peut-être plus en Ukraine qu'en Russie, le pouvoir central a été aidé par des oligarques qui ont investi massivement, notamment dans les brigades de dronistes du côté ukrainien. Vous avez des hommes d'affaires qui sont derrière et qui entendent profiter justement de l'après-guerre, parce qu'il va y avoir la sortie de guerre qui va être intéressante. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une certaine fragilité dans le système, parce que vous avez des groupes qui sont restés en place, Pravi Sector, Aidar, Azov, qui certes s'est intégré dans l'armée ukrainienne, fait la 4e brigade de l'armée ukrainienne et qui aujourd'hui est au combat, mais qui a des perspectives et des visées idéologiques un peu différentes de celles de Monsieur Zelensky. Tout ça, qui va être le prochain ? Est-ce que l'Ukraine a un risque d'être dépecée comme l'a été l'URSS en 1991 quand tout a éclaté ? Non, moi je dis que l'URSS a évité ça, même si une partie du pays a été vendue à l'époque. Aux oligarques qui se sont fait créer des fortunes, etc. Bien sûr. Et puis il y a ce souvenir pour tous les Russes de cette période noire des années 90 où quand ils allumaient leur télé, ils voyaient un président ivre à la tribune et que après on leur expliquait que on allait leur mettre McDonald's sur la place rouge et que finalement il fallait vendre des portions entières de leur pays pour pouvoir survivre. Tout ça évidemment ça a joué en la faveur de Poutine, mais le pays ne s'est pas disloqué. Le risque de l'Ukraine, c'est qu'il y a un risque à mon sens de somalisation, c'est-à-dire avec des groupes armés qui tiendraient des territoires, des sortes de seigneurs de guerre qui se sont constitués pendant cette guerre. Azov, et si on peut s'attarder sur l'un d'entre eux, le plus célèbre, vous avez aujourd'hui des commandants d'Azov qui donnent des interviews qui sont starifiés absolus. Vous en avez un qui s'appelle Tarv, qui est très connu, qui est une sorte de avec un visage d'ailleurs assez... il n'a pas le visage, la coupe classique Azov, mais c'est quelqu'un qui est très charismatique et qui fait des shows à la télé aujourd'hui pour évidemment mettre en avant ses positions. Et avec Azov, vous êtes sur du nationalisme de l'ouest de l'Ukraine, très hostile aux Russes, très hostile à la langue russe. Vous êtes avec des gens le chef d'Azov, Propopenko, est quelqu'un de très hostile et ils ont démontré que c'est grâce à eux que la résistance à la Russie s'est faite. On se souvient du baroud d'honneur à Azovstal, à Mariupol. Bref, il y a eu des épisodes qui ont marqué et aujourd'hui ces groupes sont installés dans le paysage. Certes, ils font toujours allégeance à Zelensky. La question est pour combien de temps ? Seront-ils prêts à accepter des concessions que Zelensky pourrait faire aux Russes, puisque visiblement les Américains vont lui tordre le bras. Comment vont réagir ces groupes et comment va se faire la suite ? Il y a un grand point d'interrogation sur cette sortie de guerre. Vous savez, les sorties de guerre, c'est toujours des périodes extrêmement compliquées. 14-18 en France, 1918, 45, surtout quand une armée a été extrêmement sollicitée, a eu beaucoup de morts pendant une grande période de temps. Que vont faire les soldats ? Ça, c'est une chose que les Russes... La société est complètement militarisée aussi. C'est aussi, tout le monde aura son arme, tout le monde aura quelque part... Ça va être... Est-ce qu'il y aura toujours une possibilité ? Est-ce que, par exemple, justement, l'argent européen, l'argent américain vont pouvoir permettre de conserver une certaine forme de stabilité, maintenir un État qui soit suffisamment fort pour éviter justement une sorte même de balkanisation d'un seul pays, comme vous le disiez, en tout cas une scission du territoire. Est-ce que quelque part il n'y a pas un risque
que des personnes, enfin des oligarques, parce qu'on sait que en Ukraine, il y en a comme en Russie finalement un certain nombre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour que des oligarques justement mettent la main aussi sur toute la reconstruction du pays, sur toutes les grandes entreprises, etc. Vous savez, cette fameuse question des oligarques, elle se posait déjà avant la guerre. L'Ukraine étant l'un des pays les plus corrompus au monde, on l'entend toujours, et on sait qu'une partie de l'argent alloué pour la défense de l'Ukraine et pour on va dire son armée a été captée, ou en tout cas a disparu. C'est Volodymyr Zelensky lui-même qui l'a reconnu, et Donald Trump exige en ce moment une sorte d'audit des finances, des dons américains à l'Ukraine pour savoir où est passé l'argent. Donc ça, il y avait déjà eu des procès d'ailleurs pour corruption pendant la guerre, que Zelensky quelque part a soutenu ces procès, et en fait il a condamné des gens déjà il y a 1 an ou 2 pour justement détournement de fonds. Je me rappelle d'une histoire justement de ravitaillement pour le coup en nourriture tout simplement, qui avait été détournée et au profit d'un oligarque. L'oligarque a été condamné, donc il y a quand même une volonté, une certaine transparence de la part de Zelensky là-dessus. Bien sûr, mais bon, Zelensky a supprimé toute opposition. Enfin, on est quand même dans un système où la guerre peut justifier pas mal de choses, on va dire. Mais la vraie question, c'est ça. Moi, je pense, c'est quel est aujourd'hui... Alors, ce qu'on sait, c'est que sur les revendications territoriales russes, qui couvrent 4 oblasts, donc... Quand on regarde la carte et historiquement on regarde ce que ça représente ce qu'on appelle Novorossia, qui était en gros la colonie des tsars russes, et toutes les villes, à l'exception d'Odessa qui reste dans le giron ukrainien, Odessa, Nikolaïev on va dire, toutes les autres villes qui font partie de ces oblasts ont été fondées par les Russes, par Catherine II, et donc par Potemkin en fait, qui était son général. Donc toutes ces villes en fait recoupent une réalité russophone et russophile aussi en Ukraine. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine ? Effectivement, il y a des parties mixtes Ukraine-Russie en termes d'influence qui restent du côté de Kiev, mais essentiellement tout l'Ouest, et on va dire d'un point de vue au niveau population, on est quand même on a les Russes d'un côté qui sont sous la coupe de Moscou, peut-être aussi Kharkov, qui est aussi une ville russe, mais où comment Vladimir Poutine pourrait avoir des revendications. Globalement, la division, elle a été faite, et que donc les Russes ont récupéré leur colonie, on va dire. Donc là, ça pourrait tenir comme ça, mais après, il va y avoir évidemment des discussions sur la définition des frontières. Les Russes ont indiqué qu'ils souhaitaient l'intégralité des zones administratives des 4 oblasts. Or, aujourd'hui, à l'exception de Lugansk, qui a quasiment repris territorialement par les Russes, Donetsk, qui reste encore un tiers de l'oblast de Donetsk qui est sous contrôle ukrainien, environ la moitié de l'oblast de Zaporijjia, y compris la ville de Zaporijjia, et puis celui de Kherson, eh bien les Russes ont rendu Kherson aux Ukrainiens, conservant le sud. S'ils doivent reprendre toutes ces villes, si c'est leur souhait, en tout cas leur condition pour faire la paix, ça va être un peu compliqué, mais la vraie question, et je termine là-dessus, est-ce que les Ukrainiens, aujourd'hui, parce qu'on oublie un petit peu ce truc, c'est que les Ukrainiens sont en passe de perdre cette guerre. Alors même s'ils résistent, vous savez bien que ça prendra des années d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura pas d'offensive qui arrivera en 3 jours à Kiev. Ah non, alors sauf que en quelques secondes, parce qu'il reste une question de Maëlys ensuite. Allez-y. Non, je termine là-dessus, c'est que aujourd'hui, les parties de relief accidenté, compliquées, encaissées, avec des friches industrielles dans tous les coins du Donbass, on passe d'être prises par les Russes. Et qu'ensuite, après, là, ils sont très proches de l'oblast de Dniepro. Là, ils vont tomber sur une géographie beaucoup plus à leur avantage. N'oublions pas qu'historiquement, quand les Allemands ont perdu le Donbass pendant la retraite de Russie qu'ils ont opérée en 43-44, eh bien, ils se sont réfugiés derrière le Dniepr immédiatement. Ils ne se sont pas battus pour ces terres beaucoup plus plates et difficiles à défendre. Donc, la vraie question, c'est l'Ukraine risque de perdre encore plus de territoire. Et donc, peut-être on va arriver à une négociation qui permettra à la paix. Maëlys en 5 secondes, Régis, réponse en 10 secondes. Okay. C'est un nouvel exercice sur ligne droite. Régis Le Sommier, qui, selon vous, aura le dernier mot dans ce conflit, parce qu'on voit bien que finalement, chacun se renvoie la balle de ping-pong. Enfin, quelle en sera l'issue ? Ouais, je ne crois pas qu'il y aura de dernier mot. Je pense que là, Poutine veut tirer à
profit au maximum de son avantage et du fait d'avoir les Américains avec lui. Même si les Américains aussi ont des visées et veulent exploiter. En gros, pourquoi les Américains font ça? C'est parce qu'ils veulent arracher la Russie à la Chine. C'est leur obsession. Donc c'est une vieille idée américaine et effectivement ils veulent jouer là-dessus parce que l'adversaire futur c'est la Chine. Donc ils sont prêts à faire pas mal de choses pour s'attirer les faveurs de la Russie. Et ce Donc n'est que celui qui aura dit le mot de la fin, je crains que ce soit Vladimir Poutine. Voilà. Et pour le moment, c'est moi. Merci beaucoup Régis Le Sommier d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi à toute l'équipe pour cette édition.